RFM Midi. Merci de nous choisir. Il est midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Le CS boude les amphithéâtres pour 48 heures à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants qui subissent ces grèves récurrentes se plaignent en même temps du nombre insuffisant d'enseignants. Dans le secteur de la santé, le Premier ministre tente de ramener le calme. Mohamed Boun Abdallah Dionne prend langue avec les différents syndicats cet après-midi. Cette rencontre intervient à 24 heures du mouvement de grève annoncé par le SAMES. Le nouveau président de la Cour des comptes décline sa feuille de route installée ce matin. Mamadou Faye promet de produire des rapports de qualité et à bonne date. En politique, le combat pour le départ de Aly Ngouille Ndiaye se poursuit. Même dans les régions, l'opposition se mobilise. À Bignona, le parti Rewmi dit qu'il ne va jamais accepter que l'actuel ministre de l'Intérieur organise les élections de 2019. Macky Sall à Banjul pour une visite de travail de 48 heures à partir de cet après-midi. Dans la capitale gambienne, certains de nos compatriotes ont exprimé leurs attentes par rapport à la visite du chef de l'État. Cette visite va jeter les bases d'une nouvelle coopération entre les deux pays. Propos de Fatou Diagne Senghor de l'ONG Article 19. Pour elle, Banjul peut jouer un rôle important dans le processus de paix en Casamance. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. Alors, on va également parler de la Gambie où les médecins sont en grève depuis jeudi dernier. Ils exigent des excuses et la démission de la ministre de la Santé. Safilo Cissé les avait traités de corrompus. La Guinée risque de connaître une nouvelle semaine agitée. Les enseignants annoncent une série de grèves qui commence par une journée ville morte ce lundi. Ceci malgré les promesses faites par le gouvernement. Dans ce journal, un mot également sur le crash d'un avion qui a fait 40 morts au Népal. La lutte et le football vont dominer dans la page des sports, n'est-ce pas Malal Junior Diagne? Bonjour. Bonjour Antoine, vous l'avez dit, la lutte avec frappe Boignan numéro 2 dans le cercle très fermé des VIP de l'arène. Après sa victoire hier sur Thiès, le lutteur de Pékin veut désormais en découdre avec les ténors. Au football, suite et fin de la 16e journée de la Ligue 1 sénégalaise. 3 rencontres sont au programme cet après-midi. Enfin, visite de la Coupe du Monde, le trophée de la Coupe du Monde à Dakar. Aliou Cissé, qu'il a vu hier au Palais de la République, caresse le rêve de faire mieux avec son équipe que la génération 2002. La chronique d'Abdoulaye Cissé, comme tous les lundis, point de vue aujourd'hui sur la stratégie du président Macky Sall qui tend la main à certains de ses adversaires politiques pour une collaboration avec le pouvoir. Dernier appel en date, celui lancé à Modou Diagne Fada. Le débat du jour, c'est aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Affaire du Sénégalais tué à Florence la semaine dernière, nous en parlons d'abord. Les autorités italiennes ont décidé de prendre en charge les frais de rapatriement de la dépouille de Idi Diène. 2 titres de voyage seront aussi offerts à sa famille. C'est une révélation du directeur des Sénégalais de l'extérieur, mais la date du rapatriement n'est pas encore connue. Sori Kaba souligne que l'État va soutenir la famille en cas de procédure judiciaire sur ce meurtre. Nous l'écoutons avec El Hadj Ndiogoudienne. Les instructions du président de la République et du ministre des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur ont été portées par l'ambassadeur du Sénégal à Rome. Il s'est rendu à Florence, il a rencontré toutes les autorités locales, notamment le maire, le préfet, le conseil régional, pour que eux, en ce qui les concerne, qu'ils puissent s'engager par rapport à ce crime crapuleux qui a été commis sur un compatriote établi et qui n'a rien fait, si ce n'est qu'être sur son lieu de travail. Les actes de racisme, eux, ils ont bien compris que c'est le mal de l'Occident et il faut le combattre. Et ils se sont engagés auprès de la famille éplorée à faire tout ce qu'il faut pour que la famille ne ressente pas le vide de celui qui est parti. Même si rien ne peut le ramener, mais au moins ils reconnaissent qu'ils ont eu tort, pas directement mais indirectement. Et déjà, avec l'ambassadeur, ils sont convenus de supporter les frais de rapatriement de notre compatriote qui a été arraché à notre affection. Et de supporter 2 titres de voyage, notamment sa veuve et peut-être un autre qui sera choisi par la famille.
pour qu'il accompagne la dépouille au Sénégal, même si on ne connaît pas encore la date, parce que pour les besoins de l'enquête, pour les besoins liés un peu à beaucoup de questions, la dépouille n'est pas encore libérée. Mais mieux, une assistance financière sera apportée par les autorités locales auprès de la famille. Et quelle est la décision prise par la famille de la victime? Est-ce qu'elle va porter plainte? Alors, à ce propos, nous ne sommes pas encore informés, mais nous restons disponibles à l'accompagner dans toute démarche, qu'elle soit administrative ou juridique, allant dans le sens de tirer tout cela au clair, comme le président de la République l'a déjà indiqué. La famille ne nous a pas encore informés à ce propos, mais quand il en sera question, nous l'accompagnerons au besoin. Sori Kaba, directeur général des Sénégalais de l'extérieur, a procès des 9 individus poursuivis dans l'affaire de l'incendie criminel de Ndiekpenk dans la commune de Ndindi, c'est dans la région de Diourbel. Les faits remontent au 6 mai dernier. Ils sont jugés par la chambre criminelle de Diourbel. Il est 12h05. Vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Le SAES en grève encore pour 48 heures aujourd'hui et demain. Et les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui sont condamnés à subir ces mouvements d'humeur dénoncent d'un autre côté le manque d'enseignants pour les encadrer. Ils ont aussi réclamé le renouvellement du corps professoral, avec des jeunes enseignants. Le reportage d'Anna Rocha. Encore une journée de perdu pour Aminata, obligée de faire l'école buissonnière. Parce qu'aujourd'hui, je devais faire TD. Maintenant, je suis allée aujourd'hui à la fac. On m'a dit qu'il y a grève. J'ai pas pu faire TD. Cette étudiante en 2e année à la faculté de droit dénonce un manque de professeurs à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bien sûr, l'autre fois, il y a des étudiants qui étaient en faculté des lettres qui faisaient la grève parce qu'il n'y a pas suffisamment de professeurs. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas encadrer beaucoup d'étudiants. La sélection, c'est 90 étudiants. Futur médecin du haut de son mètre 75, Yaï Binta pense plutôt que ce sont les grèves récurrentes des enseignants qui laissent cette impression de vide. Et les professeurs préfèrent aller dans le privé, gagner de l'argent là-bas. On dirait que même la grève les arrange. Et là-bas, ils gagnent beaucoup plus. Et ici, leur salaire est constant. Problème d'effectifs ou pas, Pape Koumbendofen estime qu'il faut tout simplement renouveler ce corps professoral vieillissant. Là où on pouvait faire 3 heures de cours, on aura fait 2 heures. Il faut recruter le maximum de professeurs, puisque les professeurs qui sont ici sont aussi vieux. Il y a tant de jeunes professeurs qui sont là et ils n'ont pas là où enseigner. Avis partagé par l'étudiante en médecine. Oui, parce que les professeurs que nous avons, nous-mêmes, on remarque que c'est des vieux, oui, entre guillemets. Cette nouvelle grève du syndicat autonome de l'enseignement supérieur met à nu les nombreux dysfonctionnements à l'UCAD, aux grandes dames de milliers d'étudiants dont l'avenir professionnel est incertain. Anna Rocha, le SOS des responsables de l'école William Ponty de Sébikotane. Parlons-en. L'établissement est dans un piteux état. Les bâtiments sont très vétustes parce qu'ils datent de 1937. Ici, tout est à refaire. L'école William Ponty a formé beaucoup de cadres africains. Reportage sur place, Isidore Alexandre Sen. L'école date de 1937. Elle porte le nom de l'ancien établissement, l'école normale William Ponty, qui a formé une partie de la crème d'ici et d'ailleurs. L'administration de l'école, par la voix de son directeur, dit marcher sur les pas des valeureux hommes qui sont formés ici. Salut 6. Depuis que je suis là, en tout cas, nous essayons de tout faire pour que vraiment nous marchions sur les pas de l'ancienne école et que pour ça aussi on demande vraiment l'appui de tout le monde, surtout les anciens qui ont fait cette école, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cadres qui sont sortis par cette école. Nous faisons de notre mieux. Salut 6 revient sur les difficultés de l'école. Les difficultés de l'école, c'est les locaux qui commencent à être vétustes, parce que l'ancien bâtiment qui servait d'école d'application qu'on utilise jusqu'à présent, et ça date de 1937, donc c'est une réparation qui n'est pas mince. Il y a aussi le problème de l'eau. Le mètre cube d'eau vendu aux écoles, c'est à 655 francs et nous avons près de 600 élèves qui font que vraiment des fois les factures sont élevées. On aimerait vraiment un appui dans ce sens. On aimerait aussi un appui matériel,
une salle informatique, parce que nous avons le pôle urbain à côté. Des problèmes bien sûr, mais à l'école William Ponty, les potages sont formés aux actes citoyens, comme la cérémonie de levée des couleurs. Dans tous les départements ici, c'est la première fois qu'on organise ça. Une première qui va se pérenniser, selon le directeur de l'école, Isidore Alexandre Saint-Gufisque, RFM. Dans le domaine de la santé, le Premier ministre rencontre les différents syndicats cet après-midi. Mohamed Boun Abdallah Dionne va tenter de désamorcer la bombe. Le CMS, syndicat autonome des médecins du Sénégal, prévoit d'observer une grève de 72 heures à partir de demain. Les médecins continuent de réclamer le respect des accords signés avec le gouvernement en 2014. Ils sont nombreux, les jeunes demandeurs d'emploi au Sénégal, ce sont des milliers par an. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas de qualification professionnelle. Et certains n'ayant pas de qualification professionnelle ne manquent pas pour autant d'ambition. Reportage à Guédiawaye Salif Sow. Sans diplôme, sans qualification professionnelle, le marié pratique sa passion. Le jeune homme de 32 ans qui s'est fait tout seul tient à son métier. On m'appelait pour faire des chantiers, des décorations, pour écrire des places comme des salons de coiffure, des restaurants, comme ci, comme ça. Je me suis débrouillé pas mal, achetant des matériaux comme des pinceaux, comme ci, comme ça. Mohamed Diallo, 32 ans, est laveur de voitures. Trouvé au bruyant et célèbre arrêt Caraf de Noder, le jeune homme parle d'un métier qui nourrit son homme. Lavage, moi, j'en ai beaucoup en plus. Parce que Mam Gorsar, lui, un natif de Thiès, souffle ses 28 bougies dans quelques jours. Le boulanger ne cache pas ses ambitions. Lampe tient une gargote, un lieu très fréquenté. Il fait des va-et-vient incessants. Bonnet marron noir négligemment posé sur la tête, baccalauréat en poche. L'informaticien tente de voler de ses propres ailes après avoir tapé sur toutes les portes, précise-t-il. Je vends du café tout bois. Je prépare des omelettes pour satisfaire mes besoins, quoi. Bon, j'ai cherché, j'ai déposé dans les sociétés. Je pense que pour avoir du travail au Sénégal, en ce moment-ci, il faut que tu aies un grand nom. Ils sont nombreux, ces jeunes garçons comme filles, sans formation professionnelle, sans emploi, mais qui refusent de baisser les bras. Leur dénominateur commun, le secteur informel. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Midi 10 minutes, le nouveau président de la Cour des comptes installé dans ses nouvelles fonctions ce matin, Mamadou Faye a prêté serment. Il s'engage à relever les défis de la Cour que sont la production de rapports de qualité à bonne date. Mais le magistrat demande de meilleures conditions de travail, notamment le recrutement davantage de magistrats et de vérificateurs. Mamadou Faye est au micro de Mohamed Ali Moumba. Mon premier défi, c'est de relever la production. Le nombre de rapports produits par la Cour doit être augmenté. Mais aussi, il faudrait qu'on améliore la qualité des rapports, sans compter la production des rapports à bonne date. Parce qu'il ne sert absolument à rien d'attendre des années pour sortir des rapports qui datent de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà le premier défi. Le deuxième défi, nous ne sommes que 21 magistrats qui doivent juger. Imaginez des centaines et des centaines de comptables publics qui doivent faire le rapport sur l'exécution de la loi de finances pour le contrôle du budget à travers la loi de règlement et la déclaration générale de conformité. C'est intenable. Donc il va falloir que nous recrutions non seulement des magistrats, mais aussi des assistants de vérification. Troisième défi, naturellement, il nous faut un siège fonctionnel. Nous sommes éclatés dans 3 sites différents. À l'immeuble Faisal où je me trouve, aux Almadies où se trouve le siège et au point E où se trouve la chambre des entreprises publiques. Voilà 3 défis qu'il nous faudrait relever, plus le 4e défi, parce qu'il nous faut une collaboration avec les partenaires techniques, avec la presse que je connais bien, parce que je suis animateur des séminaires du COGES depuis 2007, mais aussi avec le milieu académique. À Louga, le maire entend faire la lumière sur le foncier de la ville. Moustapha Diop vient de mettre en place une commission d'enquête dirigée par un membre de la société civile. En fait, l'édile de la capitale du Ndiambour a lui-même fait l'objet d'accusations dans la gestion du foncier de la commune. C'est de la part de l'opposition. Correspondance à Lousseïnou Diagne. L'affaire fait grand bruit dans la capitale du Ndiambour. Des terrains serrés remis en catimini à des conseillers municipaux et des grosses pontes proches du maire. Un
débat qui alimente d'ailleurs depuis plusieurs mois les milieux politiques, notamment de l'opposition qui réclame toujours la mise sur pied d'une commission d'enquête sur le foncier de la ville. Le maire Moustapha Diop a finalement accédé à cette forte demande lors du vote du budget 2018. Il nomme séance tenante un élu qui n'appartient pas à sa mouvance à la tête d'une commission chargée de faire la lumière sur le foncier à Louga. Ibrahim Diop. On le remercie pour la confiance. Nous allons travailler avec les services techniques après avoir reçu l'arrêté. C'est important parce que le problème du foncier est un problème récurrent à Louga. Les gens en parlent partout. Il y a des complaintes partout. La mairie, comme on l'a toujours demandé, prend ses responsabilités pour essayer de régler définitivement le problème des populations au niveau du foncier. Il sera accompagné dans sa mission par plusieurs autres collègues, essentiellement de l'opposition, mais aussi de 2 conseillers de l'APR et du secrétaire général de la municipalité. Louga a adopté son budget 2018 qui s'élève à plus d'1,4 milliard de CFA, un vote qui intervient dans un contexte où plusieurs chantiers sont en cours, notamment la construction de 6,5 km de voirie urbaine, du nouveau siège de la mairie, des travaux d'assainissement, entre autres. Louga, Ousseynou Diagne, RFM. Idrissa Seck poursuit sa tournée à Touba et environ, tournée de 10 jours. Hier, le président Réumi était à Darou-Mourti, où il s'est prononcé sur les enlèvements d'enfants au Sénégal. Il a condamné tout simplement Idrissa Seck, que vous allez entendre, prévoit de remettre de l'ordre au Sénégal, de l'ordre dans la gestion de l'État s'il est élu. Il est au micro de Mohamed Diop. Je trouve cela ignoble. Je trouve cela inacceptable. Je trouve cela insupportable. Toute forme de violence exercée sur des êtres humains est répugnante. Mais ça l'est davantage lorsque ça s'attaque à des enfants. Je rappelle simplement que ni le pouvoir, ni les biens terrestres ne doivent justifier qu'on s'en prenne à des enfants. Et la responsabilité première de l'État est de garantir la sécurité. Vous savez, ma première préoccupation, c'est de remettre de l'ordre au Sénégal, de remettre de l'ordre dans la gestion de l'État. Un leader ne peut pas être faible. Et sa première fonction, c'est d'avoir l'autorité nécessaire pour imposer la sécurité, la discipline, l'hygiène et une justice égale pour tous. Ça, c'est la fonction fondamentale. Bien sûr, ce sont ces questions-là qui occuperont l'essentiel de mon programme. Son parti Réumi décentralise le combat pour le départ du ministre de l'Intérieur. Les partisans d'Idrissa Seck s'étaient donné rendez-vous à Bignona. Ils ont exprimé leur ferme volonté de s'opposer à l'organisation des élections de 2019 par Aly Ngouille Ndiaye. Réumi prévoit également une campagne d'inscription massive de ses militants sur les listes électorales pour le départ de Macky Sall. Ziguinchor Lamine Ba. Pendant que certains leaders des partis politiques de l'opposition se faisaient disperser par la police pour empêcher le rassemblement à la place Washington, des responsables du Réumi ont choisi de se déployer à l'intérieur du pays pour amorcer une campagne de dénigrement contre le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. À Bignona, les réumistes ont laissé entendre qu'il est hors de question de laisser un homme partisan organiser l'élection et ils ont invité des citoyens à le refuser. Moustapha Kadiali Badji, membre du secrétariat national du Réumi, coordinateur départemental du dit parti à Bignona. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est que dans l'opposition, il faut que nous nous organisions à faire partir le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il faut qu'il parte. Ça, c'est l'une des préoccupations majeures des partis de l'opposition. Nous nous battrons de toutes nos forces pour faire partir le ministre de l'Intérieur. Il est hors de question. Ce qui se passe à Dakar a été déplorable. Mais ce n'est pas ce qui va décourager l'opposition. Nous sommes plus que déterminés aujourd'hui à nous battre pour faire partir Macky Sall. Ces propos ont été tenus à l'occasion d'une rencontre consacrée au lancement d'un slogan dénommé « Ma carte, mon avenir ». Son objectif, selon ses initiateurs, est de réussir une inscription massive des militants sur les listes électorales pour, disent-ils, bouter le régime du président Sall parce qu'incapable de trouver des réponses aux problèmes des Sénégalais. Il est temps de sensibiliser aux populations pour qu'ils aillent s'inscrire massivement pour quand même qu'en 2019, qu'on puisse bouter dehors ce pouvoir incapable. Pas du tout à mesure d'apporter des solutions aux attentes des populations. 7 ans de souffrance, ça suffit. Les camarades d'Idrissa Seck ont aussi décrié la récente nomination de Mamadou Lamine Keita, leur maire, à la tête d'une structure qu'ils estiment vide et qui vise à jeter de la poudre aux yeux des électeurs de Bignona. Ils estiment que cette méthode ne passera pas.
Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. Macky Sall attendu cet après-midi à Banjul, c'est pour une visite de travail de 48 heures. Au menu, un conseil des ministres des deux gouvernements, entre autres bien sûr. Et qu'attendent de cette visite nos compatriotes du lycée sénégalais de Banjul? Notre correspondant leur a tendu le micro. Voici leur réponse. Monsieur Diouf, je suis professeur d'anglais. C'est ce que nous attendons du président Macky Sall. Vraiment, c'est extraordinaire. Nous attendons que le président Macky Sall soit imprégné des réalités que les Sénégalais vivent en Gambie. Youssou, si, nous sommes beaucoup investis dans ces écoles. Et donc, nous souhaitions en retour qu'il nous aide dans le cadre de notre carrière. Surtout, parce que là, véritablement, nous lui demandons de nous aider à trouver une solution à notre situation. Le statut exactement. Si d'aventure nous avons l'occasion, nous lui dirons véritablement de nous venir en aide. Parce que partout où il est passé, il a réglé beaucoup de problèmes, surtout du point de vue social. Nous sommes des Sénégalais, nous avons des diplômes universitaires et nous nous sommes sacrifiés pour ces écoles. C'est la dernière carte pour nous. Je me nomme Siga Gueye, je suis élève dans le lycée sénégalais de Banjul. Je pense que la venue du président en Gambie symbolise la solidarité entre les Sénégalais et les Gambiens. Nous attendons que le président prenne compte des Sénégalais qui vivent ici en Gambie. Je me nomme Nabintou Diaby Gassama. Le fait que le président il vient trop apprécier parce que, en tant que Sénégalaise, c'est une fierté de voir son président dans un autre pays comme par exemple la Gambie. Et donc on est trop contente pour ça. Franchement, on est fiers. Djadji Souleyba, professeur d'anglais au lycée sénégalais de Banjul. Nous espérons que sa visite en Gambie contribuera beaucoup à améliorer les relations entre la Gambie et le Sénégal. Parce que la Gambie et le Sénégal, comme les termes utilisent, un peuple, deux pays. La directrice régionale de l'ONG Article 19 pour l'Afrique de l'Ouest salue la visite du président Macky Sall en Gambie. Fatou Diagne Senghor pense que cette visite va jeter les bases d'une nouvelle coopération entre les deux pays dans beaucoup de domaines. Selon elle, Banjul peut jouer un rôle important dans le processus de paix en Casamance. Fatou Diagne Senghor était l'invité de RFM Matin. Les relations se sont normalisées au sommet. Maintenant, ce qui est important, c'est d'aller maintenant au fond des choses et vérifier les différents accords, faire en sorte qu'il y ait une consolidation équilibrée aussi dans l'intérêt mutuel. Parce que je pense que lorsqu'on est en famille, deux pays qui ne peuvent pas se séparer, deux pays que tout lie, je pense que toutes les relations doivent se faire dans l'intérêt mutuel qui sécurise les uns et les autres, et que ce soit les intérêts économiques des deux pays, que chacun s'y voit, mais aussi qu'on arrive à avoir des accords de défense beaucoup plus substantiels, beaucoup plus solides, pour permettre à chacun d'être là pour l'autre, et que la Gambie puisse être rassurée que le Sénégal soutiendrait, mais que le Sénégal aussi soit rassuré qu'il ne soit pas déstabilisé à travers la Gambie, notamment par rapport à ce qui se passe dans le sud du Sénégal. C'est évident que la Gambie doit jouer son rôle en respectant les accords, en faisant en sorte que son territoire ne soit pas utilisé pour déstabiliser le Sénégal et pour aussi renforcer les liens entre les deux pays, mais aussi de se sentir aussi à l'aise dans les accords de défense qui la lient avec le Sénégal. Et je pense que si la Gambie et le Sénégal arrivent à s'intégrer par rapport à un certain nombre de choses, à s'entendre sur leurs intérêts mutuels et à essayer d'avancer, je pense que ça peut être même prometteur pour le reste de la CEDEAO, parce que tant que la Gambie et le Sénégal ne s'unissent pas sur un certain nombre de choses, il va être difficile de parler d'intégration régionale. Cette information qui nous vient de notre correspondant banlieue, un homme vient d'être arrêté par la police de Pikine. Le mis en cause voulait enlever un bébé. Nous y reviendrons. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambaye. Rebonjour Antoine. Gambie, le syndicat des médecins est en grève depuis jeudi dernier. Ces blouses blanches ne veulent plus de leur ministre de tutelle. Dans un communiqué publié le 28 février dernier, Safilo Cissé avait accusé certains médecins de faire du business dans les hôpitaux en les traitant de corrompus. Le syndicat réclame alors des excuses et sa démission. Bonjour Amadou Bari. Une note dite confidentielle distribuée aux membres du syndicat des médecins a indiqué lors de sa rencontre avec les représentants de tous les établissements de santé et hôpitaux du qu'ils ont, je le cite, accepté à l'unanimité que les équipes d'urgence soient maintenues en attendant la fin de la grève. Dans une déclaration déplorant la corruption présumée dans le secteur de la santé en marge d'une réunion scientifique du Collège des chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest fin février, Madame le ministre de la Santé, Safilo
Safilo Sissi martelait que si la corruption était éradiquée, le système de santé du pays s'améliorera nettement. Lorsque nous parlons de la corruption dans le système de santé, nous savons tous de quoi s'agit-il, ajoutait-elle. Cette sortie a suscité le courroux des médecins du pays qui réclament des excuses et la démission immédiate de Madame le ministre sous peine d'entamer une grève illimitée de protestation. Durant sa conférence de presse mensuelle, la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement Demba Diawo a indiqué que le ministre de la Santé a confirmé que son département est confronté à une série de vols récurrents de médicaments, mais avait précisé que la déclaration qui lui avait été attribuée n'était pas exacte. Le ministre de la Santé a plus tard pris acte de la réaction des professionnels et réitère qu'elle n'a jamais attribué le vol aux médecins, a déclaré le ministre de l'Information. En Gambie, les médicaments sont gratuits dans les hôpitaux publics. Seulement, les patients éprouvent d'énormes soucis pour s'en procurer après prescription, faute de médicaments dans les pharmacies des hôpitaux. Amadou Bari Banjoul, Radio Futur Média. Guinée, les autorités, les populations redoutent un regain de violence cette semaine. Alors déjà, les enseignants ont annoncé une série de manifestations malgré les promesses faites par le gouvernement. Il commence par une journée ville morte à Conakry, la capitale, et dans les environs ce lundi. Pourtant, vendredi dernier, les médiateurs du gouvernement ont déclaré avoir posé sur la table des négociations des propositions de nature à ramener la confiance entre les différentes parties. Regain de violence, donc craint en Guinée. Au Tchad, plusieurs organisations ont appelé à une journée ville morte pour soutenir les fonctionnaires. Les agents de l'État qui sont en grève depuis plus de 6 semaines à cause de la réduction de leur salaire. Plusieurs partis politiques, des syndicats et associations de la société civile ont initié cette journée ville morte dans la capitale. Aux premières heures de la journée, l'ambiance semblait normale dans les principales avenues de N'Djamena. Il n'empêche, les hôpitaux et les écoles sont toujours fermés. Nigeria, les violences intercommunautaires de la semaine dernière auraient fait 16 morts. C'est ce que vient d'annoncer l'armée. La série d'attaques a eu lieu entre le 7 et le 9 mars dans la localité de Bokos, alors que le président Muhammadu Buhari y effectuait une visite. Des attaques perpétrées par de présumés éleveurs Fulani. Les responsables des communautés touchées déclarent que 25 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues. Face à cette situation, l'armée a haussé le ton et demande à ses commandants sur le terrain de prendre des mesures décisives pour arrêter la tuerie. Tous ceux qui sont impliqués seront arrêtés, quelle que soit leur fonction, au sein du gouvernement ou ailleurs. Sornana Tambay, la Cour pénale internationale a un nouveau président, le juge nigérian Chile Eboe Ojiji. Alors Antoine, il remplace à ce poste l'Argentine Silvia Fernandez de Gourmendi. Aussitôt élu, le juge Chile Eboe Ojiji a pris fonction pour un mandat de 3 ans. Alors, qu'est-ce qui explique cette élection avec effet immédiat? Les explications du porte-parole et chef de l'unité des affaires publiques à la CPI, Fadi El Abdallah, joint à la haie par Georges Déthié-Diop. C'est toujours le cas. Le mandat des juges, c'est un mandat de 9 ans. Le mandat des juges qui partait expirait le 10 mars et donc il fallait le 11 mars qu'on ait notre président. C'est pour cela que les élections sont faites hier. Les juges les nouveaux juges, les 6 nouveaux juges ont prêté serment le vendredi dernier. Donc vous voyez, tout se passe dans un délai qui est assez court. C'est tout à fait normal parce que les 6 juges qui partaient avaient leur mandat qui s'expirait le samedi 10 et donc ne pouvaient plus participer dans l'élection de la nouvelle présidence de la CPI. Il fallait que ce sont les nouveaux juges qui y participent et cela ne pourrait pas être fait qu'après qu'ils prêtent serment. On termine avec le Népal où le crash d'un avion a fait plusieurs morts. 40 morts exactement et 23 blessés. L'appareil qui transportait 67 passagers et 4 membres de l'équipage se préparait à atterrir à l'aéroport de Katmandou. L'avion d'une compagnie bangladaise a pris feu pour des raisons encore inconnues. L'aéroport a été fermé et tous les vols à l'arrivée ont été déroutés vers d'autres destinations. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue sur la stratégie du président Macky Sall qui tend la main à certains de ses adversaires politiques pour une collaboration avec le pouvoir. Dernier appel en date, celui lancé à Modou Diagne Fada. Nous allons en parler dans quelques instants dans Point de vue avec nos deux intervenants, Ibrahima Bahoum, journaliste, et Jean-Charles Biagui, docteur en sciences politiques. Il danse plus vite enseignant à l'UCAD, oui. Maintenant, on y va pour les sports. Malal Junior gagne. Bienvenue. Merci Antoine. Lutte avec frappe. Boignan vise désormais les ténors de l'arène. Il a battu hier, sans bavure, Sathiès. Oui, sans aucune contestation. Oui. Il a donc validé son ticket pour rentrer dans le cercle très fermé des VIP. Et pour le chroniqueur du journal spécialisé Sumilamb, Ibakan Boy Sathiès a donc toute la légitimité pour défier certains des ténors. Il a même donné des noms. Nous l'écoutons. Beaucoup de perspectives quand même de combat pour Boignan 2. Je dirais même maintenant qu'il est dans la cour des grands. Aucun lutteur de la place actuellement ne peut refuser Boignan 2. Il avait tenté contre Baymogno, il a réussi contre Gargambossé, il a réussi contre Kouigui, mais il a marqué les esprits hier en dominant Sathiès. Sathiès qui restait un adversaire de taille, un adversaire redoutable, qui restait sur 6 victoires consécutives, qui n'avait jamais encore perdu à Pékin, et Boignan 2 a réussi à l'estopper. Donc je vois mal certains lutteurs de la place maintenant essayer de rejeter Boignan 2. Boignan 2 actuellement, il a des adversaires à Guédiawaye, il a des adversaires à Fass. Ces adversaires à Guédiawaye sont en premier match, il y a Lac de Guiers 2. Lac de Guiers 2 est un potentiel adversaire de Boignan 2. Balla Gaye 2 est un potentiel adversaire de Boignan 2. Gris Bordeaux à Fass aussi, c'est un potentiel adversaire de Boignan 2. Donc, même Tapha Tine, qui est de l'équipe Baol, qui a battu récemment Yekini Junior, est un adversaire potentiel de Boignan 2. Donc, ce sont ces 4 adversaires qui peuvent se dresser dans les saisons à venir devant Boignan 2, à savoir Balla Gaye 2, Lac de Guiers 2, Gris Bordeaux ou bien Tapha Tine. Voilà, donc Antoine, les perspectives pour le lutteur de Pékin. Ça peut être intéressant. Oui. Ligue 1, fin de la 16e journée cet après-midi. Là, nous parlons football. Nous parlons football avec 3 rencontres pour mettre fin à cette 16e journée. Les enjeux de ces matchs prévus à Dakar nous sont racontés par Ndei Fatoussi. 3e du classement, la Sonacos va tenter de ravir la 2e place du classement du Jaraaf de Dakar, opposé à Dakar Sacré-Cœur au stade Alassane Djigo. Les Oilers de Diourbel auront pour objectif de ramener au moins 1 point de leur déplacement. Le Casa Sport, quant à lui, va tenter de quitter le 10e étage du classement qu'il occupe en battant les Gablous de l'AS Douane. La dernière rencontre de cette journée va opposer Teungueth Football Club à Guédiawaye Football Club. Des Rufisquois, qui totalisaient 21 points, vont tenter d'enfoncer l'équipe de la banlieue qui reste scotchée à la 14e place avec 6 points après 15 journées. Après 15 journées, ces matchs donc sont à suivre aujourd'hui dans l'après-midi. Au programme de cette Ligue 1 sénégalaise, c'est Génération Foot champion en titre qui est toujours leader avec 30 points. 5 points de plus que le Jaraaf qui est 2e et 5 points de plus que l'équipe de Sonacos qui est 3e en bas de tableau. L'on retrouve Niary Tally qui est donc actuellement 14e, Guédiawaye Football Club et l'Union Sportive de Ouakam. Malal Junior Diagne, nous parlons de la Coupe du Monde, le trophée bien entendu. Arrivé à Dakar, ce trophée motive bien sûr le sélectionneur des Lions du Sénégal. Lui aussi, c'est entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal qui a eu le bonheur d'avoir disputé la Coupe du Monde en 2002 avec l'équipe nationale du Sénégal. Hier, après la présentation du trophée au président de la République, il s'est dit tout motivé à l'idée de faire mieux que sa génération avec son équipe en Russie. Ses propos sont recueillis par Youssouf Bodian. Une grande fierté parce qu'il s'agit quand même de la Coupe du Monde et je crois que chaque footballeur, chaque joueur de football aujourd'hui à ton enfance, la première chose que tu parles, ce n'est même pas la Coupe d'Afrique, ce n'est même pas la Coupe d'Europe. Tu dis je veux jouer une Coupe du Monde. Et aujourd'hui on a la chance de l'avoir joué en tant que joueur. On a la chance aujourd'hui de pouvoir l'amener en tant qu'entraîneur. C'est une grosse satisfaction pour nos joueurs aussi, pour ces joueurs qui auront aujourd'hui le privilège, la chance aujourd'hui d'aller dans cette Coupe du Monde là. Ils doivent justement prendre du plaisir et surtout profiter de ces instants. Voilà, parce que c'est des instants uniques pour un footballeur de haut niveau. Et bien sûr, on a tous à cœur de faire un bon parcours. Mais comme je le dis, ça passera d'abord par affronter nos 3 matchs, nos 3 adversaires de notre poule. C'est une poule plutôt équilibrée, mais qui ne demeure pas facile. C'est une poule difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est en droit d'avoir de l'espoir et surtout de la confiance de se dire que si on travaille bien et que nos joueurs arrivent dans de bonnes conditions, nous aurons notre mot à dire dans cette compétition. Le
trophée Antoine de la Coupe du Monde tout en or est exposé depuis ce matin au Grand Théâtre de Dakar. Pour ceux qui le désirent, ils peuvent s'y rendre pour prendre des photos. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. Le Sénégal, pays de renoncement et d'un éternel recommencement entre le tripatouillage des règles de gestion et de bonne gouvernance, pointé par le dernier rapport de l'ARMP, chaque année c'est le cas. C'est pareil pour la police qui se lave à grande eau après l'histoire des grenades lacrymogènes dans une école. Forcément, quelqu'un n'a pas fait son travail et tout ne tourne pas rond dans ce pays. Abdoulaye Sissé, chronique du jour. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Mériter que les organismes de contrôle de l'État, quels qu'ils soient, pointent chaque année les mêmes tares, les mêmes dérives, les mêmes tripatouillages des règles de gestion et de bonne gouvernance de nos entreprises. Et cela semble contaminer aujourd'hui l'ensemble des services publics centraux ainsi que les services publics territoriaux sans que l'on ne prenne des mesures pour y remédier. Car avec le dernier rapport de l'Agence de régulation des marchés publics, il semble plus facile de lister les DG et ministres en accord avec les règles éthiques et morales de gestion et de préservation de nos ressources publiques que de dérouler la très très longue liste de tous ceux qui sont épinglés. Presque tous y passent dans ce rapport de l'ARMP. Les quelques exceptions sont ceux à qui on n'a rien à reprocher. Jouer avec nos deniers publics et être tatillon sur les manuels de procédure semble la règle la mieux partagée. Finalement, que nous apprend le rapport 2017 de l'ARMP? Rien, presque rien, absolument rien de nouveau. Sauf à nous confirmer ce que l'on savait déjà, puisque ayant été pointé précédemment par d'autres organismes, l'OFNAC notamment, l'OFNAC version Nafingam Keïta, faut-il le préciser. Qu'il s'agisse de Cheikh Oumar Anne du Coude, de Cheikh Kanté du Port, de Sirédia du groupe La Poste, pour ne citer que cela, tous ont été épinglés, re-épinglés. S'il ne se passe rien, c'est que quelqu'un a décidé que c'en était ainsi. Peut-être d'ailleurs qu'ils sont hors la loi sur commande, par celui qui nomme et dégomme et qui cautionne tout. Sinon, bien sûr, au moins, ils en auraient répondu devant la justice. Les rapports des organismes de contrôle se suivent et se ressemblent, les mêmes griefs reviennent au fil des ans comme par magie. Quand le maire de la petite commune de la banlieue lui-même estime devoir faire comme tout le monde, détourner les procédures pour détourner de l'argent. Pourquoi pas, tout le monde fait pareil, pense-t-il naïvement. La République des faussaires contre l'administration du faux, la police devait être seule à croire à son histoire cousue de fil blanc pour essayer de se laver à grande eau de la bavure d'avoir gazé des élèves de l'école Mame Yacine Diagne en marge de la répression de la manifestation interdite de l'opposition. Comment se fait-il que personne ne réponde de cette bavure, qu'aucun gradé ne réponde non plus du honteux maquillage que la police a voulu faire dans cette affaire, comme si le mensonge était normal à ce niveau? Les cousins gendarmes s'essayent aussi à une version alambiquée pour se tirer d'affaire après que leur voiture en transfèrement de détenus a causé un accident mortel sur l'autoroute. La version de la gendarmerie ne résiste pas au témoignage de ceux qui ont tout vu et vu la voiture des gendarmes rouler à contresens sur une bretelle de l'autoroute pour aller plus vite. Dans les deux cas, le deuxième étant celui où le détenu aurait sauté sur le conducteur de la voiture des gendarmes pour tenter de se faire la belle. Dans les deux cas, disons-nous, c'est très très grave et même compromettant pour la gendarmerie. Mais là aussi, dans cette République où rien ne marche comme il devrait, il n'y aura pas d'enquête, rien. Même les morts, on les passe par pertes et profits. Les vies humaines ne signifient plus rien. Nous sommes dans un perpétuel recommencement, dans un renoncement aveugle, les mêmes erreurs avec les mêmes effets. Tant qu'on est du bon côté, on est vraiment du bon côté. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Detchediop. Macky Sall chez Modou Diagne Fada samedi pour lui présenter ses condoléances suite au décès de son père. L'observateur parle de deuil des malentendus. Le président Sall a appelé le leader de LDR Yessal à venir travailler avec lui pour l'intérêt de la nation. J'espère que tu seras plus proche de moi
lui a-t-il dit. Mais l'appel n'a pas eu d'écho favorable. Sur le coup, en tous les cas, la réponse de Fada: j'ai bien perçu votre message, j'en prends acte, nous allons en parler avec nos alliés et voir quelle position adopter. Vous ne me devez plus rien, grand frère. Des propos du chef de l'État chez Fada. Le quotidien LAS retient surtout cet appel au patron de LDR-ISL pour qu'il vienne le soutenir. Conclusion du journal LAS, Macky Sall drague Fada. Pas que Fada, Abdoulaye Baldé également, si l'on se fie au journal Les Échos qui précise que c'est Aminata Angélique Manga qui se charge du maire de Ziguinchor et patron de l'UCS. Lors d'un meeting ce week-end à Ziguinchor, elle a dit tendre la main à son ami, son grand frère, son jumeau, son neveu, le ministre d'État et député maire de Ziguinchor, l'ami et parent du président Macky Sall. Le chef de l'État qui, selon Les Échos, a Bamba Fall dans la poche. Le journal indique que le maire de la Médina assume sa future collaboration avec le président Sall, même s'il a participé hier à Paris à une manifestation pour la libération de Khalifa Sall. Pendant ce temps, Idrissa Seck décochait ses flèches. Sa cible, comme toujours, Macky Sall. Selon Vox Populi, c'est une nouvelle attaque en règle contre Macky Sall et son régime que l'ancien premier ministre a faite hier à Darou-Mourti dans le cadre de sa tournée. Pour le président du parti Réumi, le chef de l'État est faible. C'est la première maladie du Sénégal et sa première préoccupation, lui, Idrissa Seck, c'est de remettre de l'ordre au Sénégal. Idrissa Seck à Darou-Mourti, Mamadou Diop Decroix en tournée dans le nord du pays, Mamadou Lamine Diallo au sud. Un week-end hors de la capitale au lendemain du rassemblement de vendredi qui a été empêché par la police. Le constat est de Tribune qui titre « L'opposition a envahi la campagne ». Parce que repoussé de la ville. Le leader de PASTEF, lui, était resté à Dakar. Ousmane Sonko était l'invité du grand jury de RFM dimanche. Le quotidien se fait l'écho de sa sortie dans l'émission. Ousmane Sonko a déclaré que sous Macky, on maquille beaucoup de choses. Et sur le site inavorté de l'opposition, Sonko réagit. À son avis, Macky Sall utilise l'appareil d'État pour réprimer, emprisonner et radier les opposants. Sonko qui a eu à essuyer les attaques de Moustapha Cissé Lo. Source A, sa dernière victime, qu'il menace d'une plainte pour diffamation parce que le journal a rapporté ce qu'il a dit sur la justice à sa sortie à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Eh bien, Source A fait état d'un Boy Guinard, un cas national. Le journal retrace ce qu'il appelle des actes lourds posés à l'endroit du président de la République, des dignitaires religieux, des acteurs politiques, entre autres. En 2012, Cissé Lo insulte Moustapha Sow, dire-pub de l'office d'alors. De 2014 à nos jours, Serigne Abdou Fatah Mbacké, Serigne Hassan Mbacké, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Maître El Hadj Diouf passe à la trappe. Et vendredi dernier, il déclare qu'il n'y a pas d'enrichissement illicite au Sénégal. Les Sénégalais vivent dans leur globalité de riba. Moins de 1% échapperaient à la prison si on décidait que toutes les personnes qui ont des biens illicites devraient aller en prison. Qui donc pour arrêter Cissé Lo, s'interroge Source A. À la une de Enquête, institutions domestiquées. Le journal parle ainsi de l'IGE, l'OFNAC, la RMP, la Cour des comptes, entre autres. Le journal constate que voilà 2 à 3 ans que l'IGE, l'OFNAC et la Cour des comptes n'ont pas informé le peuple des résultats de leur enquête. La faute au chef de l'État qui, selon le journal, n'a plus le temps des remises officielles. Mais au fond, Enquête croit savoir que tout cela est sous-tendu par une forme de volonté de domestication des corps dont les publications mettent en cause ses collaborateurs. Ibrahim Seck du Forum civil souligne qu'à ce rythme, il vaut mieux dissoudre les corps de contrôle. La justice avec l'affaire Famagnan dont le corps a été retrouvé découpé et mis dans des sachets en plastique sur la corniche. Le quotidien remet le dossier au goût du jour. Le journal indique que Famagnan attend toujours la justice. Son mari, qui a été arrêté puis relâché dans le cadre de l'enquête, confie au journal que la justice a l'obligation de tirer cette affaire au clair. Cela est d'autant vrai que le quotidien fait savoir que l'affaire sera prescrite dans 1 an. La découverte macabre ayant été faite en 2009. En sport, la cloche sonne la défaite de Sa Thiès, battu par son arrogance par un Boy Niang impérial. En 1 minute précise record. Conséquence pour Sunulam, Boy Niang 2 entre dans la cour des grands. Et en football, le soleil s'arrête sur la réception de la Coupe du Monde au Sénégal. Le trophée est à Dakar depuis hier. Au palais, Macky Sall a gonflé les lions du foot. Selon le soleil, il les a invités à gagner la Coupe du Monde et la CAN 2019. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
Point de vue sur la stratégie du président Macky Sall qui tend la main à certains de ses adversaires politiques pour une collaboration avec le pouvoir. Dernier appel en date, celui lancé à Modou Diagne Fada. Pour en parler, nous avons deux intervenants. Ibrahima Bahoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Jean-Charles Biagui, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ibrahima Bahoum, Modou Diagne Fada, Bamba Fall, Abdoulaye Baldé, tous démarchés par Macky Sall. Que cherche le président de la République? Quelles peuvent être la réponse ou les réponses à cette question? La première question, c'est qu'est-ce que cherche le président de la République? Évidemment, c'est être réélu en 2019. Mais évidemment, vous me permettez de dire bonjour à vos auditeurs pour commencer. Et ensuite, donc, cette réponse à 2019, c'est très clair là. Pour le reste, quelle est la stratégie? En fait, le président est en phase 2 d'une stratégie commencée en 2012. Autrement dit, la première étape, c'était quoi? Affaiblir l'opposition en faisant déclarer par le procureur de la République qu'il y a 25 personnes qui sont coupables d'eux. Oui. Il est allé les chercher où? Dans les rangs de son ancienne formation. Alors, on se rend compte par la suite que la vanité de la chose, parce que la seule ou les deux seules personnes qui ont été considérées comme s'étant enrichies illicitement, au fur et à mesure qu'on avance, on s'est rendu compte de la vanité et des accusations et de la procédure de tout le reste. Donc ça n'est plus la bonne procédure de ce point de vue. Oui. Et cette stratégie peut être probante. Non, je continue. Oui. Donc ça, c'était la première chose. Oui. La deuxième chose, donc il s'est dit, très bien, ça n'a pas... C'était d'abord... les deux démarches étaient évidemment menées en même temps. Mais focus d'abord sur la traque. Ensuite, ça n'a pas bien marché. Au contraire, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte de ce qu'il y avait. Maintenant, il change de fusil d'épaule dans la phase 2. C'est aller chercher tout ce qui était avec lui avant. Oui. Parce que vous savez, on dit de Macky Sall que c'est un ancien maoïste. Bon, moi, pour avoir fréquenté comme élève et étudiant tous ces mouvements maoïstes, marxistes, etc., je sais ce que être maoïste veut dire, je sais ce que être marxiste veut dire. Macky Sall était peut-être juste quelqu'un qui les a fréquentés, mais en termes de conviction idéologique, etc., je ne suis pas certain. Par contre, il a été formaté par les libéraux. Et vous pensez sa nouvelle stratégie peut être payante? Il a été formaté par les libéraux. Je vais continuer. Oui. Donc, formaté par ces libéraux, il s'est dit, très bien, c'est donc dans ce vivier qu'il va aller puiser. Il pense avoir éliminé peut-être les plus résistants ou les plus menaçants. Maintenant, il lui reste le reste. La première vague s'est révélée être du poids mort. Je veux dire, vous n'avez pas besoin que je donne des noms. Vous avez vu les premiers qui étaient partis avec lui dès 2012, 2013, 2014. Cette vague-là n'a pas donné tout ce qu'il espérait parce que c'est comme du bois mort. Regardez les législatives de 2019, ça n'a pas aidé. Donc cette stratégie n'a pas réussi dans un premier temps. Maintenant, il s'est dit, alors il va falloir aller chercher sur d'autres qui ont déjà résisté jusqu'à maintenant, mais dont il n'est pas sûr qu'ils pourraient être des adversaires pour lui ou pas. Mais au moins, il vaut mieux faire l'addition plutôt que la soustraction. Très bien. Donc Merci. il va commencer par chercher ces gens-là. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Jean-Charles Biagui, pourquoi Macky Sall adopte-t-il cette stratégie? Est-ce qu'il sent que 2019 ne sera pas une promenade de santé pour lui, une formalité? Oui, M. Diouf, il faut d'abord noter que vous dites qu'il y a une stratégie, mais moi j'en vois deux fondamentalement. Il y a la stratégie du président et la stratégie des autres acteurs politiques. Quelle est la stratégie du président de la République et de son camp? C'est cette volonté-là d'élargir sa base électorale. Oui. Ce désir de ratisser large en incluant dans la majorité actuelle le maximum d'acteurs sociaux, d'acteurs politiques en particulier. Oui. Du côté des autres acteurs politiques, il y a aussi le désir de beaucoup d'acteurs de se positionner pour récupérer éventuellement des strapontins si le camp présidentiel venait à gagner. Et cette réalité-là est une constante dans le système politique sénégalais. C'est ainsi qu'on fait de la politique au Sénégal et il faut le regretter. Dans une démocratie substantielle, une démocratie réelle, les acteurs politiques, surtout lorsqu'ils sont au pouvoir, ils doivent œuvrer afin de tenir les promesses faites lorsqu'ils sollicitaient les suffrages des citoyens. Oui. C'est surtout en répondant à la demande sociale qu'on peut s'attendre à gagner des élections. C'est pas ce qu'on voit malheureusement au Sénégal. En ne proposant pas des politiques publiques adéquates, en réprimant les manifestations pacifiques, en restreignant les libertés fondamentales, en instrumentalisant la justice à des fins politiciennes,
on s'éloigne fondamentalement des aspirations légitimes de la plupart des populations. Celles-là, même ces aspirations-là qui ont permis la première alternance politique en 2000. Les élections, il faut que les acteurs politiques en soient conscients et les acteurs sociaux d'une manière générale ne sont pas une fin en soi. Le système politique sénégalais est électoralo-centré. Tout tourne autour des élections et c'est vraiment dommage. À l'heure où je vous parle, dans le système éducatif, le système de la santé, il y a des problèmes. Et les acteurs politiques ne semblent pas se soucier de cette réalité-là. C'est pour ça, votre question, elle est importante, mais on a l'impression que c'est un débat sans fin. Tout tourne autour de ça, et c'est bien dommage. Très bien. Les acteurs politiques et les acteurs sociaux doivent réfléchir dans une démocratie réelle sur les voies et moyens de dépasser un peu cet électoralo-centrisme. Très bien. Je reviens à vous pour boucler. Ibrahima Bakhoum, rapidement. Mais que représente réellement ce monde ciblé? En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à Macky Sall? Écoutez, ça pourra toujours, à défaut de lui apporter quelque chose, au moins donner l'impression qu'il a affaibli un camp en face. Mais vous savez, si demain il doit y avoir des contestations d'une certaine manière, le pouvoir pourra toujours dire, écoutez, j'ai les ténors, je mets entre guillemets les ténors, j'ai les ténors de l'opposition, ils sont avec moi, donc tout devient possible. Ce n'est pas la première fois, comme disait effectivement le débatteur là-bas, ce n'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent. C'est devenu une pratique au Sénégal, c'est devenu ça. Et certains se positionnent tout de suite en disant demain pour être recrutés. Maintenant, c'est des recrutements pour être recrutés, évidemment, bénéficier des strapontins. Ils n'apporteront peut-être pas grand-chose au président de la République en ce moment, mais ils vont faire perdre beaucoup de choses à la démocratie et au pays. Très bien, merci Ibrahima Bakhoum, journaliste. Alors, on termine avec vous, Jean-Charles Biagui. Macky Sall sous-estime-t-il aujourd'hui, non, cette coalition qu'il a apportée au pouvoir, au point de s'ouvrir à d'autres? Non, encore une fois, c'est une constante dans le système politique sénégalais. Il me semble que c'est pas parce qu'il sous-estime les acteurs, mais c'est ainsi qu'on fait de la politique au Sénégal. Et c'est vrai que c'est aussi de bonne guerre de vouloir élargir sa base électorale. Maintenant, de là à sous-estimer, je suis pas sûr qu'au fond de lui, il sous-estime ces leaders-là, parce que peut-être en se disant que Benno a atteint ses limites. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a une inconnue. L'inconnue, c'est le peuple qui vote en réalité. Parce qu'on a l'impression, ce ne sont pas les leaders qui fondamentalement font gagner une élection. C'est le peuple souverain. Et le peuple souverain, si vous regardez un peu l'actualité, si vous suivez un peu les débats un peu partout, vous vous rendrez compte que dans la demande sociale n'est pas satisfaite. Et c'est là peut-être qu'il faut que le président de la République peut-être se focalise, plutôt que de se focaliser sur des leaders politiques qui vous feront pas gagner ou perdre une élection. C'est surtout le peuple qui est souverain, encore une fois. Très bien, merci Jean-Charles Biagui, docteur en sciences politiques, enseignant à l'UCAD. Quelques infos météo avant de vous quitter. Au cours des prochaines 72 heures, le ciel sera plutôt ensoleillé sur une bonne partie du territoire. Un temps poussiéreux sera également noté, particulièrement sur la partie nord du pays. Je vous rappelle quelques titres. Le SAS boude les amphithéâtres pour 48 heures à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants qui subissent ces grèves récurrentes se plaignent en même temps du nombre insuffisant d'enseignants dans le secteur de la santé. Le Premier ministre tente de ramener le calme. Il rencontre certains syndicats de la santé cet après-midi. Le nouveau président de la Cour des comptes décline sa feuille de route installée ce matin. Mamadou Faye promet de produire des rapports de qualité et à bonne date. Macky Sall à Banjul pour une visite de travail de 48 heures à partir de cet après-midi. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop, réalisation Georges Detche-Diop et El Hadj Ndiogou Diène. Pape Oumar Diaw était à la régie. À 13h, El Hadj Ndiogou Diène pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toute heure.